Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ou bon retour si vous étiez là pour la partie 1 de la création de cet aquarium. Donc aujourd'hui, la vidéo va être basée sur le fait d'apprendre à lancer correctement ce type d'aquascaping avec la méthode qui est selon moi la plus sûre. Alors il faut déjà tout de suite nuancer le mot sûr quand on travaille avec des choses qui sont en rapport avec la nature, qu'on fasse très bien les choses ou pas du tout. Il y a toujours dans le premier cas une petite part de chance que ça se passe mal, et dans le deuxième cas, une petite part de chance, encore plus infime, que ça se passe quand même bien. Mais quand on travaille avec des aquariums de ce niveau-là, il est difficile d'obtenir des résultats satisfaisants si on n'a pas une méthode de lancement adéquate. Pour bien réussir le lancement d'un aquarium de ce type, en réalité, il faut respecter globalement 4 principes. Le premier, ça va être de bien régler son CO2 dès le lancement de l'aquarium. Le deuxième, et c'est le nerf de la guerre, ça va être de faire beaucoup de changements d'eau et d'être rigoureux là-dessus, ainsi que d'avoir une bonne méthode pour faire ces changements d'eau. Ça peut paraître bête, mais vous allez voir que quand vous verrez ma méthode, vous allez sûrement vous le dire, évidemment. Et pour autant, je croise encore beaucoup d'aquariophiles qui ont des méthodes d'entretien et de changement d'eau qui sont très laborieuses, où ils se baladent avec leur bidon, que ce soit pour vider ou pour remplir. Or, quand on fait énormément de changements d'eau, comme ça va être le cas pour lancer un aquascaping comme ça directement avec sa lampe, il faut avoir une méthode ergonomique qui limite grandement le travail, sinon ça va être difficile d'être rigoureux, et qui manque de rigueur aura sûrement des problèmes. La troisième chose, ça va être la fertilisation qu'on va mettre en place, et en quatrième, on va apprendre plusieurs choses qui se passent au démarrage d'un aquarium, dans les bases, les premiers problèmes qu'on peut rencontrer, qui sont tout à fait normaux, mais qu'il faut connaître pour pouvoir les appréhender correctement et ne pas faire des erreurs qui pourraient être rédhibitoires par la suite en paniquant. Donc vous venez de voir que je vous ai parlé de 4 points à respecter, pourtant il y en a principalement 2 autres, à savoir le réglage de la lampe et le réglage des paramètres de l'eau. En fait, étant donné que j'ai déjà sorti 2 vidéos complètes sur ce sujet que je vous affiche là, je ne vais pas refaire complètement le topo, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. C'est d'ailleurs une erreur que j'avais faite dans la première version du montage de cette vidéo et que j'ai choisi de retirer. Si vous voulez apprendre à régler votre lampe au lancement de l'aquarium, allez voir la vidéo que j'ai faite sur la lumière dans les 7 points clés de la réussite, et il y a à peu près tout qui est dit dedans. De la même manière, si vous allez voir la vidéo sur les paramètres de l'eau, vous saurez les régler correctement, et vous aurez dans la partie des pros quelques notions qui vont mettre ça en lien avec l'injection de CO2. Donc, on a vu ça, maintenant on va voir comment on fait correctement la méthode standard. La première chose à faire dans les premiers jours est de s'intéresser à ces niveaux de CO2. On voit que le drop checker n'est pas du tout assez vert, on veut un vert bien clair, comme dans ma vidéo sur le drop checker. Je vais donc légèrement tourner la molette et attendre de voir un peu. En fin de journée, on constate que le drop checker est un peu plus vert, mais ce n'est encore pas le vert voulu, je vais donc remettre un micro-coup sur la molette et on regardera demain. En effectuant correctement cette opération sur les premiers jours, vous devez normalement atteindre le bon niveau de CO2 rapidement. Maintenant, vous devez être en train de vous demander si c'est tout ce que j'ai à dire sur le CO2. Et d'une certaine manière, oui, en termes de pratique, parce qu'une fois que vous avez installé votre matériel, la seule chose que vous allez faire avec votre CO2, c'est tourner la molette et nettoyer votre diffuseur. Pensez-y à le nettoyer régulièrement dans de la javel quand il commence à se salir pour garder une injection optimale. Mais en termes de pratique, vous allez juste tourner la molette. Donc ce qu'il faut savoir derrière, c'est plutôt théorique. Donc le CO2, je vais surtout pas dire que j'ai une méthode qui serait absolue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats, et notamment sur le drop checker. Pour ma part, j'ai choisi d'apprendre l'aquascaping avec la méthode Green Aqua. Green Aqua, pour moi, étant donné que c'est la chaîne numéro 1 d'aquascaping mondial, galerie numéro 1 d'aquascaping qui a reçu tous les plus grands aquascapers mondiaux, et j'en passe, c'est la référence. Il suffit d'aller sur leur chaîne, de regarder quelques vidéos pendant 1 heure pour voir la quantité phénoménale d'aquariums absolument incroyables qu'ils ont sortis, et ils règlent leur CO2 au drop checker. Donc ça marche très très bien. Mais je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à régler le drop checker, et des gens surtout qui arrivent à avoir des maîtrises du CO2 en termes d'optimalité du calcul encore plus précises qu'avec le drop checker. Cependant, quand on regarde justement Green Aqua et d'autres chaînes très connues qui utilisent les drop checkers, on voit très bien qu'avec le drop, on obtient des résultats absolument incroyables. Je ne vais pas développer beaucoup plus loin comment régler le CO2 parce qu'encore une fois, j'ai déjà une vidéo qui parle de ça et qu'ici, je choisis de vous présenter la méthode drop checker. Donc si vous allez voir la vidéo que j'ai sortie sur le drop checker, vous aurez toutes les infos pour savoir le régler correctement. Là où il faut qu'on parle d'un petit truc en plus par rapport à la vidéo sur le drop checker, c'est si vous voulez faire des aquariums comme ça et vous faciliter l'équilibrage du triangle de la nutrition.
Donc je le rappelle, le triangle de la nutrition, c'est l'équilibre entre la lumière, le CO2 et les fertilisants. Fertilisants où il faut comprendre les paramètres de l'eau, parce que dedans il y a du calcium et du magnésium qui servent aussi. Il faut trouver la balance entre les trois là, pour qu'il n'y en ait pas un qui soit en excès quand les deux autres ne sont pas suffisants. Mais il y a quand même une petite nuance là-dedans. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de CO2, dans tous les cas, vous aurez des problèmes. Mais si vous avez trop de CO2 et que vous contrebalancez bien avec des choses qu'on va voir tout de suite, c'est pas réellement un problème. Autrement dit, si vous mettez en place dans votre aquarium les éléments qui vont vous permettre de contrebalancer les soucis qui peuvent arriver avec trop de CO2, vous pouvez vous permettre de travailler dans les plages hautes. Ici, on travaille à presque 50 ppm de CO2 en fin de journée, avec un drop checker qui tourne vers presque jaune. Et pourtant, mon aquarium, vous voyez, il va extrêmement bien. Alors vous affolez pas, il n'y a plus de bosquet au fond parce que je viens de tout replanter. Ça fait partie des méthodes pour entretenir un aquarium sur le long terme, mais ça c'est pour la partie 3. Alors comment on fait pour mettre en place les choses qui évitent les soucis quand on veut travailler justement avec des taux de CO2 très hauts? Eh bien, il faut une très bonne oxygénation de l'aquarium. Il y a des lois en physique qui nous expliquent que dans un volume donné, avec une température donnée, le volume total de gaz dans l'aquarium est fixe. Autrement dit, si je commence à injecter du CO2 dans l'aquarium pour forcer la saturation, je suis obligé d'éjecter les autres gaz. Et c'est ça qui rend l'injection de CO2 dangereuse chez beaucoup d'aquariophiles, parce qu'on éjecte de l'oxygène. Oxygène qui est nécessaire à la respiration de nos poissons. Il faut donc contrebalancer ça en forçant la saturation d'oxygène, de manière à ce qu'on sature en CO2 et en oxygène. On force les autres gaz restants à quitter l'aquarium, notamment l'azote, mais eux ne nous intéressent pas. Donc il faut juste savoir comment on force également l'oxygénation. Là c'est très simple, il y a 3 choses à mettre en place. La première, ici, grâce à une lily pipe, un bon remous de surface, car le remous, le mouvement de la surface de l'eau, favorise les échanges gazeux, donc qui permettent d'oxygéner l'eau. La deuxième, c'est la présence d'un skimmer de surface qui tourne ici en permanence et qui vous assure, comme dans ma vidéo sur la filtration, que vous n'aurez pas de film gras de surface qui lui bloque les échanges, donc empêche l'oxygénation. Mais la meilleure chose en termes d'oxygénation dans un aquarium, c'est une très grosse masse de plantes. Cette masse de plantes, elle pratique la photosynthèse en journée, elle relâche de l'oxygène issu de cette photosynthèse. Si vous avez énormément de plantes qui font une photosynthèse très puissante, évidemment, elles relâchent beaucoup d'oxygène, qui en dissout beaucoup dans votre aquarium. Et d'ailleurs, le phénomène de bullage des feuilles des plantes, qu'on observe à partir du milieu fin de journée avec des lampes puissantes, c'est ni plus ni moins que le fait que l'aquarium a déjà saturé un taux maximum d'oxygène, et que l'oxygène supplémentaire qui sort des feuilles des plantes ne peut plus se dissoudre dans l'eau et reste sous forme de bulles. Si vous mettez en place ces 3 choses-là, que vous êtes sûr d'avoir une bonne oxygénation, alors vous pouvez aller chercher des taux de CO2 très très hauts. Et en faisant ça, vous éliminez un souci de l'équilibrage du triangle de la nutrition. Vous pouvez travailler avec les lampes à puissance max, un CO2 plus haut que nécessaire pour toutes les plantes, et à partir de là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'équilibrer les fertilisants pour que ça suive. Et au lieu de contrebalancer 3 principes du triangle de la nutrition, vous vous concentrez que sur un seul, puisque vous savez que les 2 sont en excès. Par contre, il faut obligatoirement cette oxygénation, parce qu'outre le fait qu'on sait que c'est dangereux, bien évidemment pour les poissons, on sait aussi, même si on ne l'explique pas encore très bien, que si on a beaucoup de CO2, mais que les taux d'oxygène ne suivent pas, qu'il y a un gros écart dans l'équilibre entre les deux, c'est propice à l'apparition des algues. Donc maintenant, on va passer au nerf de la guerre de ce qui fait le lancement de l'aquarium, à savoir les occurrences de changement d'eau. Et pour conserver la logique que je vous expliquais au début de la vidéo, je vais commencer par vous montrer ma méthode de changement d'eau. Alors tout d'abord, toutes mes excuses, vous voyez qu'il ne s'agit pas de l'aquarium au début de son cyclage, j'ai tout simplement oublié de filmer un changement d'eau pendant cette période-là, j'étais très occupé et ça m'est sorti de la tête, donc veuillez m'excuser pour ça. Ceci étant dit, c'est exactement la même méthode. La seule chose qui diffère, c'est qu'ici vous allez me voir également siphonner les déchets dans un aquarium mature. C'est quelque chose que vous n'avez pas à faire au début de la vie de votre aquarium, surtout pas quand il n'y a pas encore de vivant. Pour les changements d'eau, on commence par éteindre le filtre et l'idéal est de le faire avant le début de l'injection de CO2 ou alors le soir après l'injection de CO2. Cela permet de garder une stabilité au niveau du CO2 toute la journée. En l'occurrence, là je le fais le matin et je m'assure d'avoir terminé ce changement d'eau avant que le CO2 démarre. Pour ce qui est de la méthode et de la partie ergonomique de la chose,
La meilleure façon de faire est d'utiliser ces types de cannes en plastique qu'on a souvent lorsque nos filtres sont livrés ou que vous pouvez acheter facilement de manière individuelle sur Internet. Elles sont facilement sciables, ce qui permet de les régler à la moitié de la hauteur de l'aquarium et de s'assurer qu'on videra toujours la même quantité d'eau à chaque changement. Je l'ai relié à un tuyau tout simplement assez long pour aller directement jusqu'à mon jardin ou jusqu'à mes toilettes l'hiver. De cette manière, l'aquarium va se siphonner tout seul jusqu'à la hauteur voulue sans que je n'intervienne dedans. Pendant ce temps, je peux tout simplement aller faire ma vaisselle ou m'occuper de mon fils. Et c'est bien évidemment beaucoup plus simple et pratique que de se balader avec des bidons pendant tout le changement d'eau. Une fois cette opération effectuée, je passe au remplissage, avec de gros bidons d'eau osmosée qui sont près de la veille et à température de la pièce, ce qui est important, et je mets en place une pompe assez puissante pour remonter la hauteur de l'aquarium et remplir tout ça automatiquement pendant que je peux encore faire autre chose. Pendant le remplissage de l'aquarium, je vais prendre le temps de remplir un bidon, qui est un ancien bidon d'eau déminéralisée de 5 litres, avec de l'eau osmosée, et ça va me servir pour reminéraliser l'aquarium, et on va voir ça tout de suite après. Pour reminéraliser l'aquarium, il y a plusieurs méthodes. Certains aiment bien mettre directement les reminéralisants en poudre dans l'eau de l'aquarium. Moi, j'aime bien y mettre dans un bidon à côté que je pourrais ensuite secouer, comme ça il sera déjà bien dilué. De cette manière, j'aurai plus rapidement une répartition homogène de mes minéraux dans l'aquarium. J'utilise le reminéralisant Green Aqua, qui est un reminéralisant GH plus KH. Comme je n'ai que des éléments neutres dans l'aquarium, des roches volcaniques et un bois neutre, de bois de rivière, j'ai besoin d'ajouter également du KH. Je vais reminéraliser à 5 de GH pour 2 de KH. Alors là, pas de secret. Au début, vous allez devoir tâtonner un peu, utiliser des tests en gouttes pour vérifier où vous en êtes au bout d'un certain nombre de cuillères. Une fois que vous arrivez aux paramètres que vous voulez et que vous avez compté le nombre de cuillères nécessaires, vous n'aurez plus qu'à ajouter la même dose à chaque fois pour 50% d'eau. Plus la cuillère est petite, plus il est facile de doser finement votre GH et votre KH. Pendant que je reminéralisais, mon aquarium a fini de se remplir tout seul, encore un des avantages de cette méthode de changement d'eau. Je vais maintenant relancer le filtre pour remettre le courant en marche et pouvoir verser mon reminéralisant. Vous notez que j'ai arrêté le remplissage en laissant de la marge pour les 5 litres d'eau reminéralisée. J'avais déjà secoué le bidon plusieurs fois, mais mieux vaut trop que pas assez. Mieux vous aurez dissous les minéraux avant de verser, moins vous risquez de verser un bloc de minéraux pas dissous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est en termes de fréquence des changements d'eau? Alors ça dépend du sol technique que vous allez utiliser et si vous en utilisez ou pas. Je ne vais pas vraiment développer comment on lance un aquarium sans sol technique, c'est globalement moins de travail. Vous avez beaucoup de vidéos qui sont très bien faites là-dessus sur YouTube et ici on s'intéresse vraiment à ce genre d'aquarium et pour les sols techniques ça va dépendre du sol que vous utilisez. Si vous utilisez comme moi du Hada Amazonia, vous vous êtes lancé dans le sol le plus puissant du marché. Là, il y a un consensus chez les aquascapers de haut niveau que j'ai donc suivi, qui est de dire que le mieux à faire pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est de changer l'eau chaque jour la première semaine, puis tous les 2 jours la deuxième semaine, tous les 3 jours la troisième semaine, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à une fois par semaine, qui est le rythme normal de l'aquascaping. On change à chaque fois 50% du volume d'eau. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est la méthode miracle, ou si vous le faites exactement parfaitement comme je viens de vous le dire, il n'y aura pas de problème. Et de manière inverse, c'est pas parce que vous ne le faites pas parfaitement qu'il y aura forcément des problèmes. On parle toujours de mettre toutes les chances de notre côté. En l'occurrence, avec les sols extrêmement puissants qui relâchent beaucoup d'ammoniac, beaucoup de nitrate, si vous dérogez à la règle de base, vous prenez vraiment pas mal de risques. Puisque un seul jour de raté, surtout la première semaine, c'est beaucoup d'ammoniac accumulé dans l'eau. Si vous utilisez des sols moins puissants, on parlera notamment du Dennerley et du Tropica qui suivent juste derrière, et du JBL ProScape. Là aussi, il y a un consensus global. Vous pouvez commencer en changeant l'eau tous les 2 ou 3 jours dès la première semaine, puis 4, 5, 6, 7, et ça marche plutôt bien. Sachez cependant que si vous voulez faire la méthode comme avec le Hada, même avec des sols moins puissants, c'est pas un souci, c'est même mettre
encore plus toutes les chances de son côté. Ça représente évidemment beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on vient de voir qu'il faut une méthode de changement d'eau facile à mettre en œuvre qui permette de faire autre chose en même temps, parce que si vous êtes en train de le faire à la main tous les jours, c'est bien évidemment pas tenable, surtout la première semaine. À relativiser quand même, la première fois quand on l'a pas encore fait, on a l'impression que c'est beaucoup plus de travail que ça représente, parce qu'en réalité c'est énormément de boulot la première semaine, puis dès la deuxième c'est 2 fois moins de travail, et à partir de la troisième on change l'eau que 2 fois par semaine. Donc ça devient très rapidement dégressif. Mais il faut quand même rester au fait que la première semaine, ça va demander d'être dessus tous les jours, donc il faut lancer son aquarium au bon moment quand on a du temps pour soi. On en a maintenant fini avec le changement d'eau et la reminéralisation. Il ne nous reste plus, si vous suivez ma méthode, qu'à ajouter les engrais dès le jour 1, et c'est justement ce à quoi on va s'intéresser tout de suite. Bon, maintenant qu'on a réglé le CO2, qu'on sait faire des changements d'eau, il nous reste à gérer les engrais. Ça fait souvent très peur aux débutants, mais vous allez voir que ces dernières années, on a beaucoup simplifié les choses, notamment avec l'apparition des engrais tout en un. Vous voyez que sur la table, j'ai différentes gammes d'engrais, qui sont des gammes d'engrais que je trouve efficaces. Je ne vous montre évidemment pas celles que j'apprécie pas, mais il n'y a pas la gamme ADA. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le titre de la vidéo aujourd'hui. Alors pourquoi j'utilise pas la gamme ADA, alors que j'ai construit un aquarium avec du matériel ADA et que je veux faire de la fertilisation pauvre? Eh bien tout simplement parce qu'il y a d'autres gammes d'engrais aujourd'hui qui proposent des bouteilles tout en un qui font à peu près le même travail, et j'aime pas fertiliser avec 4, 5, 6 bouteilles différentes. De la même manière que pour le CO2 vis-à-vis du drop checker, fertiliser avec plein de bouteilles, c'est pour aller chercher l'optimalité dans chaque nutriment. Or, vous le voyez bien, l'aquarium que j'ai créé là est totalement réussi et j'ai utilisé un engrais tout en un. Donc quel engrais on peut utiliser dans son aquarium? Eh bien, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Du moment que vous avez un bon engrais, vous pouvez toujours obtenir de bons résultats. J'aurais pu obtenir de très bons résultats comme j'ai eu là, avec le Specialized de chez Tropica. Ça aurait été un peu différent, on va voir après pourquoi, mais il marche très bien. De la même manière, on aurait pu obtenir le même résultat avec les gammes Easy Life. Mais là, on est aussi sur une gamme qui met différentes bouteilles pour chaque nutriment. Donc pourquoi j'aime bien Easy Life? Parce que quand vous utilisez des engrais all-in-one, tout en une bouteille, ils ont un équilibrage standard, donc s'ils sont bien faits, ils vont fonctionner très bien dans la grande majorité des aquariums, mais dans le temps, il peut s'avérer que pour tel ou tel aquarium, eh bien, il y a tel nutriment qui n'est pas assez présent dans cet engrais par rapport aux besoins de cet aquarium-là. Vous allez avoir des aquariums qui vont être plus demandeurs en nitrate que d'autres, surtout quand le sol vieillit. Vous allez en avoir d'autres qui ont besoin de plus de phosphate. Donc là où j'aime bien Easy Life, c'est pour prendre une bouteille dont j'ai besoin avec tel ou tel manque dans mon engrais complet que je viens rajouter dans le temps. Mais aujourd'hui, on est au début de la vie de l'aquarium, donc on n'en est pas encore là. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est les engrais de la gamme 2HR, qui sont les engrais que j'utilise depuis un moment et que je trouve absolument incroyables. Donc 2HR, ils ont fait plusieurs gammes d'engrais. Ils en ont un pour la fertilisation riche, ils en ont un pour la fertilisation pauvre qui est là, et ils ont une sorte d'entre-deux qui, vous allez voir, est très utile, qui s'appelle l'APT3, qui elle fournit des nitrates et des phosphates, mais très peu de nitrates, parce qu'ils considèrent que c'est pour l'aquascaping et qu'on travaille avec des sols techniques qui en relarguent déjà. Donc quand je commence mon aquarium, j'utilise toujours avec du sol technique l'APT1 de chez 2HR, qui est donc un engrais complet, mais sans phosphate ni nitrate. Moi, je commence toujours ma fertilisation jour 1. Encore une fois, c'est la méthode Green Aqua pour le coup, et avec les résultats qu'ils ont. J'aime bien commencer jour 1, parce que comme ça mes plantes elles ont tout ce qu'il leur faut. Et même s'il s'avère qu'on peut commencer la fertilisation plus tard, par exemple Ada commence sa fertilisation au bout de 2 ou 3 semaines, donc ça montre bien que les plantes n'ont pas besoin de fertilisants les 3 premières semaines. Moi j'aime bien leur donner tout de suite les fertilisants pour qu'elles aient plus de choses, qu'elles s'habituent directement aux paramètres de leur eau, qu'elles poussent avec ces paramètres-là, et m'assurer qu'il y aura un minimum de carence au bout de 2, 3, 4 semaines. En ce qui concerne les dosages, encore une fois, je ne vais pas vous donner de dosage précis. Par contre, ce que je sais, c'est que 2HR, ils ont fait, eux, et c'est bien normal, un dosage préconisé pour vos aquariums avec leurs engrais en fonction du volume et si vous injectez du CO2 ou pas. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer en allant sur leur site où vous pouvez rentrer le volume de votre aquarium. Si vous injectez du CO2, il va vous donner le nombre de millilitres par jour, et je vous conseille de fertiliser au jour, mais vous n'êtes pas obligé, de l'engrais que vous devez mettre dans l'aquarium.
Moi, je commence toujours à la moitié de la dose. D'une part, parce que comme on l'a dit, les premières semaines, les plantes n'ont pas besoin réellement de nutrition. Mais d'autre part, parce qu'il y a des aquariums qui vont demander beaucoup moins de nutriments que ce qu'on pensait. Je sais pas trop l'expliquer. Et il y a d'autres aquariums où à la fin, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il vous faut 2, 3, 4 fois la dose préconisée initiale, tellement votre aquarium il est métabolique, notamment si vous avez que des plantes à pousse rapide. Mais en commençant avec la moitié de la dose, d'une part, je m'assure de checker si cet aquarium avait besoin de très peu d'engrais, je resterai là. Et d'autre part, ça me permet de faire une méthode de lancement que j'apprécie bien, parce qu'elle évite beaucoup d'algues et que quand on sait repérer les signes, elle est facile à mettre en place, c'est-à-dire sous-doser les engrais, ce qui va amener des problèmes, mais des problèmes que je veux. Les problèmes que je veux voir, que je cherche à obtenir en sous-dosant mes engrais, c'est notamment de voir apparaître des algues points verts. Ces algues points verts, elles sont le signe que je ne mets pas assez d'engrais de manière générale, mais surtout qu'on manque de phosphate. Ce que je cherche à faire, c'est éviter les pires algues qui vont être celles qui vont consommer certains nutriments en trop quand mes plantes ne le prennent pas. Je pense notamment aux algues pinceaux de manière précoce, à pas mal d'algues filamenteuses, même si elles peuvent apparaître en cas de manque de nutriments, donc il n'y a pas de science absolue, elles apparaîtront plus souvent si vous avez un surplus de nutriments au début de l'aquarium. Donc moi je préfère sous-doser. Comme ça, les algues que je vais avoir, c'est peut-être un peu de corne de cerf sur les feuilles et surtout des algues points verts. Mais elles sont beaucoup plus faciles à gérer. À partir de là, je vais attendre un peu et si je vois apparaître des premiers signes de carence sur mes feuilles, notamment des taches marron, des trous dans les feuilles, des jaunissements, en utilisant un engrais tout en un, l'avantage c'est qu'on n'est pas tout le temps en train de faire le petit chimiste à se demander mais quel est le nutriment qui manque? On se contente d'augmenter légèrement la fertilisation. Et je continue à faire ça tout doucement, en augmentant vraiment à très petite dose, en attendant ensuite une semaine, puis je regarde les nouvelles feuilles. Si les nouvelles feuilles ont encore des carences, je rajoute encore un tout petit peu d'engrais, et etc. tout doucement, jusqu'au moment où mes nouvelles feuilles seront clean. De cette manière, j'évite beaucoup d'algues, et je règle doucement mon engrais jusqu'à arriver à l'optimalité tout en donnant le minimum de ce qu'il faut. Et ça, c'est les bases de la fertilisation pauvre. Il va rester ce problème de phosphate et de nitrate. Les fameuses algues points verts dont je vous parlais, qui vont apparaître sur les feuilles notamment des plantes à croissance lente, et je pense que ceux qui en ont déjà eu voient très bien ces feuilles d'Anubia avec des points verts dessus. C'est une algue qui est caractéristique du manque de phosphate dans un aquarium. Mais comme le phosphate est un énorme trigger des algues, il vaut mieux ne pas en mettre du tout au début, puis une fois qu'on a ces algues points verts qui disparaîtront quand on va régler le problème de phosphate, commencer à l'ajouter tout doucement. Et c'est là que va entrer en jeu l'APT3. Donc en général, ces algues points verts, elles commencent à apparaître aux alentours de 3, 4, 5 semaines. Ça peut être un peu variable. Et à ce moment-là, je vais switcher ma fertilisation à l'APT0 pour cette fertilisation à l'APT3. Elle va énormément se rapprocher de la vraie fertilisation pauvre parce qu'il est vraiment bien conçu cet engrais. Il ajoute pas mal de phosphate avec parcimonie et très peu de nitrate. Autrement dit, si j'échange ces deux fertilisations, je vais garder mes taux de micronutriments qui vont être peut-être un tout petit peu supérieurs mais vraiment pas grand chose et je vais commencer à ajouter des phosphates que je verrai apparaître si je fais des tests. Pour autant, mes nitrates seront quasiment inchangés parce qu'il est très peu chargé. Donc grâce à cet engrais-là, au moment où j'ai cette déficience de phosphate et qu'il faut l'ajouter, et là aussi ça fait partie de la fertilisation pauvre d'ajouter des phosphates, c'est que les nitrates qu'on n'est pas censé ajouter, et bien à ce moment-là je peux régler mon problème toujours en utilisant un engrais all-in-one, toujours avec la même méthode qui consistera à observer sur une semaine les nouvelles feuilles et à augmenter vraiment un tout petit peu, puis me remontrer patient. C'est une question de patience sur l'équilibrage des engrais pour arriver à trouver pile le bon taux minimum en fertilisation pauvre, pour donner vraiment juste ce qu'il faut aux plantes et pas plus, pour qu'elles ne poussent pas très vite, que les couleurs soient plus intenses et que les bosquets soient plus denses. Donc on commence à arriver vers la fin de la vidéo, il ne nous reste plus qu'à voir la partie 4 qui correspond en fait à plusieurs petites situations que vous allez quasiment toujours rencontrer dans votre aquarium et qu'il faut connaître pour ne pas paniquer. Pour ce qui est des problèmes qu'on rencontre tout le temps, il n'y en a pas réellement dans les 2 premières semaines, mis à part peut-être le fait que vos jeunes pousses peuvent légèrement fondre.
c'est quelque chose qui n'est pas inquiétant. Du moment que vous voyez qu'il y a de nouvelles pousses qui partent, ça ne sert pas à grand chose d'y porter attention et il ne faut pas changer vos réglages juste parce que vous voyez une partie de vos jeunes pousses fondre du moment qu'elles repartent à côté. Pour le reste, pendant les 2 premières semaines, vos plantes sont majoritairement en train de faire un système racinaire, donc vous n'allez pas énormément les voir pousser. Les algues ne se développent pas dans les 2 premières semaines non plus. Alors en ce qui concerne les problèmes que vous allez toujours rencontrer dans votre aquarium, il en reste principalement un qu'on n'a pas encore évoqué, qui est l'apparition des algues diatomées. Les algues diatomées, ces algues marron, parfois vertes, qui apparaissent quasiment toujours entre la 3e et la 5e semaine de vie de l'aquarium et qui sont un phénomène on ne peut plus normal et des algues on ne peut plus simples à régler, mais qui font parfois paniquer les aquariophiles débutants, les amènent à modifier tous leurs réglages et ils flinguent leur aquarium. Les algues diatomées, elles apparaissent de manière tout à fait normale sur les plantes juvéniles au niveau du sol et elles se règlent très facilement parce qu'en fait, en général, elles indiquent que vous avez passé la phase d'ammoniac et de nitrite, il faut tout de même vérifier en test, et qu'il est temps d'introduire vos mangeurs d'algues. Si vous amenez à ce moment-là dans votre aquarium une bonne quantité de mangeurs d'algues, je pense notamment aux crevettes à mano, aux Otocinclus affinis, eh ben, ils vont s'occuper de cette algue en quelque chose comme 24-48 heures et le problème sera réglé. Dans la même veine, selon le type de bois que vous utilisez, vous allez voir apparaître sur ce bois des types de champignons qui sont tout à fait normaux et qui seront mangés également en 24-48 heures par une armée assez conséquente de ces mangeurs d'algues. Ce sont donc 2 problèmes qui n'en sont pas réellement quand on les connaît et qui sont simplement indicateurs du fait qu'il faut ajouter les mangeurs d'algues à l'aquarium. Bien, maintenant qu'on a vu comment équilibrer l'aquarium dans les grandes lignes, on va s'atteler à quelques petits points techniques, notamment sur la taille des plantes pour terminer. Alors je ne vais pas vous donner de timing à ce moment-là, car ça va vachement dépendre de la fertilisation que vous utilisez. Si vous fertilisez de manière riche, vous pouvez très bien avoir des plantes qui ont poussé autant que ce que j'ai là en à peine 2 semaines et demie, 3 semaines. Ici j'ai une fertilisation pauvre, donc très peu de nitrate, j'en enlève encore avec beaucoup de changements d'eau, donc mes plantes poussent vraiment très lentement, je suis quasiment à l'aube de la 4e semaine. On voit d'ailleurs bien que la colonne d'eau est complètement exempte de nitrate, car le rouge intense de l'hygrophillia ne peut prendre cette couleur que quand on est vraiment dans les taux de nitrate très bas avec une lampe très puissante. On va commencer par s'occuper des bosquets du fond qui là ont bien poussé. Il va falloir les tailler pour leur permettre de partir avec de nouvelles ramifications pour être de plus en plus denses. Alors quand on commence à cette étape-là, on n'est pas encore en train de donner des formes à nos bosquets, ça ce sera pour plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de les tailler à peu près tous à la même hauteur. Quand on coupe une plante à tige, elle a tendance à repartir en 2 nouvelles tiges sur une ramification, donc en coupant simplement les plantes, elles se densifieront dans le temps. Je n'aime pas couper les plantes trop bas quand j'ai utilisé des pots de plantes in vitro, car de toute manière, les feuilles des plantes, même les plus basses, sont déjà adaptées à la vie sous l'eau. Si vous avez pris des plantes en pot et que vous avez laissé plusieurs rangées de feuilles, sachez que la plupart du temps, ces plantes ont été cultivées à l'air libre et que les feuilles de base ne sont pas adaptées à l'eau. Il conviendra donc de couper la plante relativement à ras du sol, car toutes les feuilles qui ont poussé de manière émergée avant vont finir par se détériorer et produire de l'ammoniac. Je vais maintenant m'occuper des hydrocotyles tripartita. Alors elles ont tendance à pousser un peu comme les hygrophilias, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'on appelle en anglais des runners, des coureurs en français, ces tiges qui ont tendance à quitter la touffe de base et à essayer de répandre la plante dans l'aquarium. Si vous voulez éviter d'en avoir partout et que vous voulez densifier vos bosquets, il est important de les couper régulièrement. Vous voyez que je les coupe relativement à ras de la touffe de plante, mais là c'est pas très important où vous les coupez du moment que vous les empêchez de dépasser. Pour l'hygrophilia, même principe, on va enlever les runners que vous voyez sur les côtés, mais on va également couper cette grosse tige. Les hygrophilias ont tendance à faire de très grandes tiges qui peuvent monter à 20-30 cm de haut et ça empêche la plante de se densifier. Enfin, on termine avec un tour global de l'aquarium. On va enlever tout ce qui tend à se détériorer dans le bac, les tiges vieillissantes, les feuilles trouées, celles qui présentent des algues. Tout ce qui peut amener une source d'ammoniac au sein de l'aquarium doit être régulièrement éliminé pour éviter les problèmes. Ce travail-là, il peut sembler anodin, mais c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement si vous voulez vraiment garder un aquarium impeccable.
Pour ma part, c'est quelque chose que je prends plaisir à faire et quand je rentre du travail, souvent je jette un œil sur mon aquarium et il y a toujours une ou deux vieilles feuilles à couper, même une fois que l'aquarium sera équilibré. Voilà, on a fini de faire le tour des bases qui permettent de lancer correctement ce genre d'aquarium. Donc vous avez vu, il y a des points que j'ai développés un petit peu plus que juste les techniques de lancement. Je pense notamment au CO2 et aux fertilisants parce que j'ai pas encore sorti la vidéo associée dans les 7 points clés de la réussite et que je voulais que vous ayez un peu plus de compréhension pour ceux qui connaissent pas trop afin de pouvoir le mettre en place correctement. Évidemment, on aurait pu parler de bien d'autres choses, notamment tous les problèmes individuels que je citais précédemment et qui vont sûrement arriver dans vos aquariums qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais là il faudrait pas 45 minutes ni 1 heure, mais bien des heures de vidéo pour pouvoir tout passer en revue. C'est là que je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a encore du contenu au programme. Je termine les 7 points clés de la réussite, ainsi que la partie 3 sur l'entretien de long terme de cet aquarium. Ça va vous donner beaucoup d'informations théoriques pour réussir vos bacs. Et derrière, je pense que je vais lancer une série sur les algues pour voir un peu individuellement tout ce qu'elles veulent dire, les problèmes qu'elles nous expliquent à travers elles et comment on se débarrasse d'elles. C'est des choses qui, je sais, posent beaucoup de problèmes à beaucoup d'aquariophiles. C'est le souci numéro 1, celui qui fait arrêter le plus de gens. Et pourtant, une fois qu'on les comprend, c'est appréhendable. Donc c'est pas pour tout de suite, mais abonnez-vous si vous voulez pas y rater. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout aujourd'hui, parce que là, vous avez vu, j'ai fait beaucoup de face cam. C'est vraiment un test, ça permet de gagner pas mal de temps au montage et ça rajoute de l'interactivité par rapport à mes montages d'avant qui sont, je sais, un peu plats. Mais j'ai conscience que ça peut peut-être être un peu imbuvable d'avoir autant de face cam plutôt que des vidéos de montage ou de choses comme ça. J'aurais pu peut-être plus filmer tout ce que je fais sur le lancement, mais c'était pas évident. Donc dites-moi en commentaire si c'était vraiment difficile à suivre, auquel cas je recommencerai pas. Et à l'inverse, si vous avez apprécié, j'aimerais bien le savoir aussi. Encore un immense merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, à tous les commentaires que vous m'avez laissés la dernière fois qui sont absolument incroyables. N'hésitez pas à me poser vos questions, je prends toujours un énorme plaisir à y répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.